Merci beaucoup pour l'invitation, merci pour maintenir et développer un centre d'interdisciplinarité dont en tout cas les sciences économiques et assimilées ont grand besoin par les temps qui courent. Donc c'est une opportunité de se frotter, de faire frotter les disciplines les unes aux autres et puis en espérant un certain nombre d'étincelles. Je vous remercie donc pour cette invitation. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans les titres de ces interventions, c'est la seule intervention qui est la mienne ne parle pas de catastrophe, elle parle de crise. Donc on est un niveau en dessous. Et je pense qu'une bonne partie des choses qui ont été dites ici ne s'appliquent pas directement à ceux dont je vais vous parler. Avant d'avancer, peut-être deux mots sur l'Observatoire de la finance, parce que c'est de la perspective de l'Observatoire de la finance que je vais vous développer quelques éléments, quelques thèses. L'Observatoire de la finance est né en début des années 90 sur une question posée par jadis le président des écoles polytechniques fédérales, qui est venu un jour dans mon bureau, et j'étais un peu plus jeune comme chacun d'entre nous, et il a dit, écoutez, je suis un ingénieur, je suis pas un économe, je suis un ingénieur, je sais ce que c'est que la politique industrielle, je sais ce que c'est que la politique scientifique, et je me pose la question, à quoi servent les marchés financiers? Alors, pour quelqu'un qui était peut-être dans le feu de l'action financière et économique, une question comme ça a de quoi déboussoler, parce qu'ensuite on a eu la possibilité d'avoir un certain nombre de conversations. Et ce qu'il en est sorti, c'est un petit livre au début des années 90 qui s'appelait « Marché financier, vocation trahie, point d'interrogation ». Et c'est sur ce point d'interrogation qu'est né l'Observatoire de la finance, qui depuis pas mal d'années, avec des tout petits moyens, essaye de se poser la question du rapport entre l'économie financière, ou la part financière de l'économie, la part réelle de l'économie et la sphère des valeurs. Alors bien sûr, dans les années 90, ça paraissait complètement exotique. Après 2007, c'est devenu presque un territoire fréquentable par une bonne partie des économistes. Donc je vais vous parler de cette perspective-là. Je vais vous le faire en trois mouvements. Le premier, partie introductive, je vais sauter les slides qui vont avec, c'est sur la notion fluctuation, cycle et crise. La deuxième sur la partie crise financière 2007-2008 et qu'est-ce qu'on peut en dire dans cette perspective de cette triangulation économie réelle, économie financière, sphère des valeurs. Et la troisième, c'est ce qui est en rouge, peut-on, veut-on reprendre la main, et ce veut-on est presque plus important que le peut-on. Voilà. Alors, pour ce qui est de la première partie introductive, fluctuation, cycle et crise, vous êtes conscient que la question des fluctuations se pose au niveau de l'économie à partir du début de l'économie moderne, quelque part vers la fin du 19e, début du 20e, et surtout entre les deux guerres. C'est une question de politique conjoncturelle, c'est une question de stabilisation, c'est une question bien sûr qui dépasse la guerre et qui a aussi une certaine actualité. Mais c'est entre les deux guerres qu'est née une réflexion en matière de cycle, puisque ces fluctuations comme événements séparés, c'est une chose, et les comprendre pour les prévoir, pour les maîtriser, pour les stabiliser, c'était un autre enjeu de la pensée. Et cet enjeu de la pensée a été relevé par une série d'économistes que vous connaissez, que ce soit des Jevons, que ce soit des Juglar, que ce soit des Kondratiev, qui avaient chacun une autre manière de regarder, de trouver une cyclicité dans l'économie du 19e et du début du 20e siècle, donc de l'économie qu'on pourrait appeler industrielle, en tout cas pas agraire, industrielle, cette cyclicité qu'on essayait de faire comprendre, d'expliquer à l'aide des variables endogènes à l'activité économique, par des événements d'offres et de demande, par des événements de surchauffe et de refroidissement, mais aussi par des éléments d'innovation technologique ou de vagues d'innovation du type Kondratiev ou de type Schumpeter. Et je crois que c'est assez important de percevoir que la manière de gérer l'économie était vue à ce moment-là comme étant une gestion de ces cycles. C'est de là qu'est née la littérature et aussi les instruments d'analyse conjoncturelle et ensuite des instruments de politique conjoncturelle dont sont dotés aujourd'hui les autorités,
avec une mise en place du rôle de l'État, que ce soit par la Banque centrale, que ce soit par les autorités budgétaires, comme étant des acteurs qui sont un peu en dehors du jeu et qui ont une capacité de battre la mesure de telle manière que les cycles soient de moins en moins prononcés et que le tout soit de plus en plus stable dans la mesure du possible. Bien sûr, à cette lecture, en termes de cycle, on peut opposer des lectures, par exemple, de type marxiste, qui parlent qui voient des crises dans l'économie comme étant des symptômes d'une évolution de long terme de l'économie et qui parlent de contradictions, qui parlent d'échéance finale de la crise du capitalisme avec un changement de systémique à la clé. Là, on n'est plus du tout dans une vision cyclique, on est au contraire dans une vision d'évolution. Il y a une fin de l'histoire, c'est pas celle de Fukuyama, c'est une autre, celle qu'annonçait Marx. Alors, ça c'est pour l'introduction. Maintenant, en chinois paraît-il, puisque j'ai eu des discussions avec des collègues chinois, est-ce que c'est vrai que ce terme Weiji signifie à la fois danger et opportunité? Paraît-il que c'est la traduction ou le terme qu'on utilise pour dire crise. Crise, comme cet élément d'inflexion, mais aussi un élément de bifurcation important. Comment est-ce qu'on peut le définir? Et je pense qu'il n'y a pas de définition qui satisfasse toutes les disciplines. Et je crois que ça se retrouve dans les propos antérieurs, c'est un événement extraordinaire, donc non ordinaire dans ce sens-là. Il est unique, il est des fois perçu comme un accident, quelque chose en tout cas, qui ne relève pas de la logique du cycle, en tout cas du cycle Kondratiev ou Schumpeter, peut-être dans la perspective de long terme de Marx, elle a tout à fait sa place. C'est un renversement brutal et durable de tendance, avec à la clé, du point de vue économique, des destructions, que ce soit des emplois, des entreprises, que ce soit mais dans le cas financier, des actifs financiers. Une crise affecte donc en profondeur le tissu économique, les équilibres sociaux, peut-être dans certains cas des équilibres politiques, des équilibres territoriaux. Et puis après tout ça, donc elle se répond en quelque sorte, et puis il y a un retournement, il y a un retour, mais on ne retourne pas, je pense, à un business as usual, comme c'était avant, au statu quo ante, mais on retourne à quelque chose de différent, enfin on va plutôt, on ne retourne pas, on va vers quelque chose de différent, avec un changement de paradigme, utilisons ce mot, changement de paradigme, changement de mode de fonctionnement, on pourrait dire, changement de système socio-économique, avec, j'ai pas le temps de développer la dimension systémique de la chose ici. Mais ce retournement qui nous pousse vers quelque chose de différent, je crois que c'est un point important. Alors maintenant, pour parler de l'après-guerre, sans aller chercher la crise de 29 ou les autres crises dont les livres dans la littérature est bien remplie. Les deux crises depuis la dernière guerre, je pense qu'on peut d'abord se rappeler la périodisation de Fourastier qui parle des 30 Glorieuses, 45 grosso modo au milieu des années 70, avec une rupture au milieu des années 70, au début des années 70, qui est faite de deux événements, on pourrait dire externes. D'un côté, c'est l'effondrement du système de Bretton Woods, avec l'échange fixe, et de l'autre côté, la crise pétrolière avec l'ascenseur et le choc en quelque sorte sur les structures productives du fait des coûts. La réponse à ces défis, la réponse de régulation, mais la réponse aussi du politique, mis à part la reconfiguration structurelle des économies, elle était de trouver deux autres vecteurs de croissance qui allaient remplacer ceux qui sont arrivés à leur terme, ou qui ont été tués, si vous voulez, par la crise. D'un côté, c'est une libéralisation du commerce dopée encore, parce qu'elle avait déjà commencé dans la période précédente, et puis l'arrivée sur la scène, on pourrait dire, de l'économie de l'époque, de la finance en tant que
à la fois savoir particulier et branche croissante de l'économie. Je vais y revenir dans un moment. La deuxième période, c'est ce que nous appelons à l'Observatoire de la Finance les 30 euphoriques. Il y avait les 30 glorieuses, pas de chômage, croissance, pas trop de déficit, une inflation limitée. Et puis, à cette période des 30 euphoriques qui se caractérise par la montée en puissance de l'activité financière avec tout ce que cela implique. Je vous montre uniquement un graphe qui est assez parlant, je crois. C'est un graphe dans lequel vous voyez ici en vert la croissance cumulée de l'économie américaine. Donc on est parti au milieu des années 60 avec un niveau de 1. On arrive là-bas à un niveau de 25 ou 28, quelque chose comme ça. Vous voyez la courbe rouge qui est la valorisation, l'accroissement de la valorisation cumulée des actifs financiers de Standard & Poor's 500. Vous voyez que l'on part ici à 1, on arrive là-bas au niveau stratosphérique, quelque part du côté de 60. Qu'est-ce que cela est? Et ça, c'est les résultats opérationnels de ces mêmes entreprises qui sont reflétés en bleu, qui sont reflétés dans les graphiques rouges. Qu'est-ce qui se passe ici dans la période des années 80, 90, 2000? Le grand point d'interrogation qu'on pourrait poser entre la courbe bleue et la courbe rouge, cet espace-là, on peut le qualifier de développement de l'activité financière, en tout cas de l'importance que prend l'activité financière dans les économies contemporaines. Je vais l'expliquer avec quelques précisions. J'aime beaucoup utiliser la définition de Paul-Noël Giroux sur qu'est-ce que c'est que la finance. Il a écrit au début des années 2000 un petit livre qui s'appelle Commerce des promesses, un petit traité de la finance contemporaine. Donc un livre d'avant la crise où il explique, cette image de commerce de promesses, je crois qu'elle est très très forte pour 3 raisons. La première raison, c'est que, c'est très bien que la promesse n'engage que ceux qui les croient, premier point. Donc il y a une dimension d'engagement, il y a une dimension de commerce, donc d'évaluation, et puis il y a une dimension, bien sûr, dans la promesse, il y a une dimension temporelle. Il n'y a pas de finance s'il n'y a pas d'avenir. La finance, elle est toujours orientée vers l'avenir, et elle fait le pont entre le présent et l'avenir, et c'est une manière relativement efficace de le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les missions de la finance contemporaine, ou quelles sont les fonctions de la finance contemporaine dans nos économies? Le système de paiement, je ne vais pas en parler. Le rôle traditionnel de la finance, c'est celui de collecter l'épargne et de l'acheminer vers les investissements, ou de financer les investissements, peu importe le terme qu'on utilise. Et puis, il y a une fonction qu'on pourrait appeler moderne, parce que c'est elle qui s'est développée pendant cette période euphorique, et c'est autour d'elle qu'est née l'euphorie autour de la finance, c'est celle-là, c'est-à-dire la capacité à allouer les risques, à gérer les risques, à pricer les risques, à évaluer les risques et à en faire commerce. Donc cette nouvelle finance qui est devenue le moteur, une bonne partie de la croissance des 30 euphoriques, elle est à chercher, ce moteur-là, il est moins à chercher dans les fonctions traditionnelles, elle est à chercher ici. Peut-être aujourd'hui, c'est la première fonction qui va reprendre le relais, parce que du côté des systèmes de paiement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Mais dans la période des 30 euphoriques, c'était l'allocation des risques qui est devenue fondamentale. Ce commerce des promesses, ce qui est important, je ne vais pas revenir sur ce qu'il y a au-dessus, mais uniquement sur ça. Ce qui est absolument fondamental, c'est cette histoire de gestion des risques. Elle est née elle n'est pas née spontanément. Elle a été préparée, si vous voulez, par une vague de recherches dans les universités, en bonne partie américaines, qui ont eu lieu dans les années 50 et 60. Elles ont conduit à la création d'un espace nouveau, d'un espace économique nouveau. Et je vous recommande de lire le speech de Harry Markowitz quand il reçoit le prix Nobel 50 ans plus tard ou 45 ans plus tard, après sa thèse, quand il parle de ce qu'il a créé.
il dit on a créé une nouvelle race d'acteurs économiques. C'est pas le consommateur, c'est pas l'entrepreneur, c'est pas l'entreprise, c'est pas le ménage, c'est quelqu'un d'autre, c'est l'investisseur, l'investisseur au sens de gestionnaire des actifs financiers. Et en plus, on lui a donné, dit-il presque dans la même phrase, et en plus, on lui a donné une boîte à outils, et cette boîte à outils est parfaitement utilisable, et il ajoute, notamment dans les grandes institutions, qui ont quelques éléments de capacité de calcul qui permettent de le faire. De quoi s'agit-il? De cet univers décrit par ces deux mots, risque et rendement. C'est tout. Le monde est devenu, tous les actifs financiers, grâce à Markowitz et tout ce qui s'en est suivi, peuvent être décrits, tous les actifs traités sur les marchés, et puis ensuite ça s'est étendu, peuvent être traités parce qu'ils sont calibrables, ils sont mesurables à travers ces deux paramètres, celui du rendement, c'est les rendements historiques, et celui du risque, c'est-à-dire de la volatilité historique. Et avec ces deux paramètres, on a en quelque sorte le monde en main. Et qu'est-ce que fait ce nouvel acteur investisseur financier? Il va déplacer les avoirs qui la plupart du temps ne sont pas ses avoirs, mais les avoirs des futurs rentiers ou des compagnies d'assurance ou que sais-je. Il va les déplacer en fonction de quoi? En fonction à la fois de sa perception de risque et de sa préférence pour le risque et le rendement. Et puis, bien sûr, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de la diversification, sachant que tous les actifs ne bougent pas en même temps dans la même direction. Donc, on va pouvoir éparpiller le risque, donc diminuer le risque unitaire, tout en gardant le risque total au même niveau. Donc, on va couvrir le risque individuel par la diversification. Et puis, par-dessus le marché, donc là, c'est après Markowitz, dans les années 80, fin des années 70, on invente ou met en place, au niveau industriel, tout le monde des dérivés qui sont des contrats conditionnels, fondamentalement asymétriques, qui sont là pour transférer le risque au cas où quelque chose se produit ou au cas où quelque chose ne se produit pas. J'ai des droits d'exercer ou quelqu'un a des droits pour exercer sur moi un certain nombre d'exigences en matière d'achat, en matière de vente, etc. Donc, cet instrument de dérivé est un instrument de gestion des risques. Il n'a pas été inventé au XXe siècle, mais il a été industrialisé au XXe siècle. Et c'est ça, le développement de la finance contemporaine ou de la finance euphorique. Et je crois qu'il ne faut pas oublier, je vais y revenir encore une fois ou l'autre, sur la dimension sociologique. On a créé une nouvelle classe d'acteurs économiques. Donc c'est pas seulement de la théorie, c'est de la théorie qui devient sociologie. C'est la théorie, je parle dans d'autres trucs, je parle de homo financiarius. C'est pas l'homo economicus, c'est l'homo financiarius qui s'est tout à coup répandu dans les cités, plutôt du côté de la défense ou de la City ou de Wall Street. Mais c'est bien de la sociologie en quelque sorte, c'est pas seulement une vision théorique. Donc, tout ça nous amène à un vague de financiarisation de l'économie qui a eu lieu pendant cette 30 euphorique. La financiarisation, c'est pas seulement l'augmentation du secteur financier, comme c'est souvent défini, mais dans notre définition, elle va plus loin. C'est la généralisation du réflexe financier, donc de la perception du monde en termes de risque et de rendement, que l'on retrouve d'abord chez les acteurs financiers, ensuite dans les grandes entreprises, dont une bonne partie est cotée en bourse, chez les sous-traitants de ces entreprises, chez les collaborateurs de ces entreprises, et finalement dans notre langage courant à tous, on dit qu'est-ce qu'on fait? On va gérer nos options, on va garder les portes ouvertes, on va apprécier les risques à chaque fois qu'on passe devant un supermarché ou qu'on se pose la question avec qui on va prendre rendez-vous le soir ou le surlendemain. Donc cette idée de gestion des risques, cette histoire de gestion des opportunités, ça fait partie du vent de la financiarisation qui, encore une fois, se traduit statistiquement par l'expansion du secteur, mais de manière beaucoup plus diffuse, elle a affaire plus à la mentalité collective plutôt qu'à uniquement telle ou telle technique.
Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe avec, au moment de 2007-2008? Ben, on a une crise. Alors là, on voit que tout ça, c'est en train de partir en petits morceaux. On voit l'économie réelle qui n'est pas aussi fortement affectée qu'on a l'air ici. Finalement, c'était pas trop grave. Mais les marchés financiers reçoivent un grand choc, notamment un choc en matière de confiance en eux-mêmes. Et je vais sauter, puisque le temps passe, je vais sauter ce petit bout pour aller vers 3 livres. 3 livres dont 2 ont été écrits avant la crise et qui, en fait, parlent de la crise. Juste les titres. Le fameux livre de Kindleberger, le premier livre moderne sur l'histoire de la finance. Quel est le titre? Les Manias, Panics and Crashes. C'est de la psychologie sociale. C'est pas de la technique, c'est pas de l'architecture, c'est du social. Le plus beau livre, je crois, de John Galbraith, La brève histoire d'euphorie financière. Qu'est-ce qu'elle est? On parle d'euphorie, c'est-à-dire du refus de capter des signaux divergents. Divergents par rapport à ce qu'on a en tête, et le on, c'est un groupe relativement important. Le dernier bouquin, qui est après la crise, mais qui va exactement dans le même sens, écrit, alors Rogoff était le chef économiste du Fonds monétaire pendant pas mal de temps. Ils ont fait, avec sa co-auteur, ils ont fait une étude sur la centaine de crises bancaires, et puis la conclusion, elle est dans le titre. Pourquoi est-ce que les crises bancaires ont lieu? Pourquoi les crises financières ont lieu à répétition? Parce que chaque fois, les acteurs pensent que l'histoire n'a rien à faire, que l'histoire des crises précédentes n'a rien à faire, parce que cette fois-ci, c'est différent. Parce que le monde est différent, parce que la technologie est différente, parce que la régulation est différente, parce que leur cerveau est différent, parce qu'ils ont compris des trucs que les autres n'ont pas compris, etc. Donc, on est toujours dans cette explication, disons, de mentalité collective ou d'imaginaire collectif. Et puis, excusez-moi, j'accélère, il y a cette magnifique pièce d'archives, en quelque sorte, quand en 2008, la reine d'Angleterre pose la question, 2009, pardon, la reine d'Angleterre, en visite à la London School of Economics, pose la question, mais messieurs, dames, pourquoi est-ce que, bon là, il y a comme par hasard que des messieurs, pour une fois, c'est peut-être pour la bonne cause, pourquoi, messieurs, vous n'avez pas vu venir ce truc? Pourquoi est-ce qu'on l'a pris en plein fouet? Et il a fallu 8 mois pour que l'Académie britannique pond une lettre de réponse à cette question. Et là, vous avez quelques extraits de cette lettre. Ils ont fait 2 séminaires pour essayer d'expliquer à Sa Majesté pourquoi l'aveuglement. 2 raisons. Aveuglement collectif et confiance aveugle. Et puis, des mesures. Les uns pensaient que les autres savaient, et puis finalement, on a oublié de penser à l'imagination, et on a aussi oublié de penser au fait que les risques locaux peuvent faire des éléments de risque systémique. Ça, on avait complètement évacué de la pensée. Je vous recommande, vous pouvez le trouver sur beaucoup de sites, cette petite lettre. Alors, maintenant, j'en viens à la 3e partie. Reprendre la main, il faut vouloir et il faut pouvoir. Est-ce le président de la Banque fédérale américaine, au début des années 2000, parlait de l'exubérance irrationnelle des marchés financiers. Il voyait cette montagne que je vous ai montrée s'élever de plus en plus, et il disait ça n'a pas de sens, ça ne tient pas la route. Pourtant, il n'a pas voulu agir. Il n'a pas voulu agir en disant en gros, il faut laisser le marché faire son chemin et puis retrouver la raison. Donc la première question, est-ce qu'on veut faire quelque chose? Après la crise, il le disait avant la crise. Après la crise, les choses ont un tout petit peu changé parce qu'il y a un vent de panique qui a soufflé sur la planète finance. Et il y a un certain nombre de choses qui sont sorties, qui étaient moins reluisantes qu'on avait pensé.
dans le mode de fonctionnement, la longue liste des scandales, avec la longue liste des amendes qui, malgré tout, ne se chiffrent pas à des montants astronomiques, puisqu'en tout, c'est moins de 300 milliards. C'est quand même un demi% du PIB mondial, mais enfin, c'est étalé sur pas mal d'années, un demi% du PIB mondial en termes d'amendes et d'autres sanctions. Donc il y a eu des sanctions ponctuelles, il n'y a pas eu beaucoup de sanctions personnelles, par contre il y a eu des sanctions sur les entreprises. Et on a travaillé, c'est-à-dire les régulateurs, notamment le comité de Bâle, a empoigné la notion du risque systémique, dont peu de monde parlait avant. Si vous regardez la littérature financière d'avant la crise, le risque systémique apparaissait de temps en temps, mais il n'était pas au cœur des préoccupations. Là, il est devenu central. Et on s'est posé la question, puisqu'on a vu qu'on n'a pas vu venir, parce qu'on n'avait pas les instruments nécessaires à la compréhension. Donc, la cartographie des connexions entre les centres financiers, cartographie des connexions entre les grandes institutions financières, et finalement, l'identification de ces institutions systémiques à dimension globale. Il y en a une petite quarantaine, et c'est une liste qui est revue chaque année ou tous les 2 ans, avec en point d'inflexion, en point de central, la taille, mais la connectivité. La connectivité, c'est-à-dire aussi la capacité de transmettre les chocs ou les choses. Donc là, on les a circonscrits. Ça ne veut pas dire qu'on a fait beaucoup plus, on les a circonscrits. Et puis on a parlé de prudence. Ce matin, on a parlé de prudence. Oui, il y a cette fameuse surveillance prudentielle du secteur bancaire. Surveillance prudentielle, c'est pas qu'on va attendre de la prudence là-bas, mais on va les surveiller pour qu'ils soient prudents. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement qu'on va exiger qu'ils aient un certain niveau de fonds propres, c'est-à-dire d'être en mesure d'absorber des chocs en matière de pertes, et de pertes éventuellement de long terme de quelques pourcents de la valeur de leurs actifs. On a aussi travaillé sur la question des institutions too big to fail, c'est-à-dire trop grandes pour qu'on puisse se permettre de les laisser couler, hein, c'était autour de Lehman Brothers. Et donc, on a d'un côté introduit, notamment au niveau de l'Union européenne, la garantie des dépôts, mais de l'autre côté, on a essayé de préparer des plans de sauvetage ou de désarticulation de ces institutions too big to fail, au cas où ils auraient des problèmes. Comment est-ce qu'on pourrait les découper? Quelles sont les parties qu'on pourrait laisser tomber? Et quelles sont celles qui, du point de vue systémique, sont indispensables? Tout ça, ce n'est pas du travail en profondeur, puisqu'on ne s'est pas posé la question sur l'opportunité et sur les limites de la gestion du risque telle qu'elle est articulée, proposée par la science financière, la science de marché. Vous pouvez aller probablement dans le campus le plus proche d'ici, vous allez voir que les manuels n'ont pas changé d'un iota. Donc, quels sont les... Donc, peut-on, veut-on? Peut-on? On a commencé à trouver des voies, mais l'application, la mise en place notamment de cette gestion des risques, la surveillance prudentielle se heurte à une opposition de plus en plus forte du secteur financier. Ça se voit au niveau du comité de Bâle, ça se voit aussi au niveau de l'Union européenne. Donc, puisque tout va bien plus ou moins depuis 5-6 ans, on dit il n'y a plus besoin, c'était un accident, ne vous en faites pas, ça ne se reproduira pas, mais ne mettez pas des couches supplémentaires de régulation. La réponse du berger à la bergère, elle est ici. Il y a quelques mois, je me trouvais dans une ville est-européenne. Par hasard, je rencontrais un chef local d'une très grande banque américaine. Il me dit, on a 5000 personnes dans cette ville qui travaillent sur la gestion des risques. Et on a 3 centres comme ça au niveau mondial, 5000 personnes qui travaillent sur la gestion des risques. Je lui pose la question, quels sont les risques sur lesquels vous travaillez? Les risques de régulation. Donc, si jamais le régulateur bouge dans ce sens, qu'est-ce que ça signifie en matière du coût de mes fonds propres, de la structure de bilan, etc. Donc, on n'est pas du tout sur les risques, les vrais risques. On est de plus en plus dans une boucle circulaire, puisque d'un côté, les banques centrales se posent la question, comment est-ce qu'on pourrait éventuellement obtenir un effet ou un résultat au niveau du secteur financier, et ce secteur financier anticipe les mouvements que les banques centrales pourraient faire pour se préparer au mieux. Donc,
il y a un investissement, vous imaginez, 15 000 personnes pour une des grandes banques américaines, il faudrait multiplier par les 20 ou 40 qu'il y a au niveau mondial. Vous voyez qu'est-ce que ça signifie comme ressources de financières, comme ressources informatiques, pour, en quelque sorte, tourner autour d'une piste dessinée à l'avance. Quels sont les ingrédients pour pouvoir et vouloir reprendre la main? Je pense que le premier point important, puisque je suis malgré tout, j'étais en tout cas économiste, il y a cette dimension de remettre, de sortir la pensée économique du monopole de la pensée du paradigme actuel, qui est ce paradigme en finance, celui qui est là, et puis en économie, vous avez quelque chose de très très proche autour de la perfection des marchés, etc. Donc libérer la pensée économique, c'est pas seulement donc la libérer de la prétention faussement scientiste. L'économie a été bâtie, la théorie économique, la théorie financière ont été bâties sur l'idée de développer des théories universelles, valables sous toutes les latitudes et valables dans tous les temps. Les débats épistémologiques avaient eu lieu en économie jusqu'aux années 60-70. Ils n'ont pas été éteints, mais ils ont été renvoyés à la périphérie de la planète. En finance, ils n'ont jamais eu lieu. Parce que la finance est née directement en interaction avec la réalité qu'elle crée en même temps. Cette discussion épistémologique, cette discussion sur le statut scientifique, sur ce que l'on cherche à trouver, elle n'a pas eu lieu, et je crois que c'est absolument fondamental pour essayer d'avancer. Et là, je viens de commander un livre qui est par un éminent économiste, End of Theory, la fin de la théorie, compte tenu de la complexité du système financier notamment. Il est impossible de penser à une théorie, c'est en tout cas la thèse qu'il défend. Donc là, on a affaire avec un aspect épistémologique, on a affaire avec un aspect méthodologique, mais on a surtout affaire à un blocage sociologique. Parce que ce mainstream, il est verrouillé par les carrières, il est verrouillé par les promotions, il est verrouillé par les revues, qui sont des gardiens du temple, et ce temple, il n'est pas encore écuménique, il est plutôt j'aime pas utiliser le terme, très orthodoxe. Donc, il y a quelque chose, pour pouvoir, il faut ouvrir des clapets de la pensée, il faut ouvrir les œillères, et ça, c'est un long chemin. Le deuxième élément qui est important, c'est celui, j'ai pas eu le temps d'étendre la dimension éthique, qui est fondamentale, mais le point, je pense, central, c'est la question que posait un économiste anglais il y a 2 ou 3 ans, how much is too much? C'est-à-dire, compte tenu des possibilités de création d'outils financiers, compte tenu aussi des possibilités de croissance dans certains domaines, il n'y a pas de barrière externe, ou en tout cas on ne la perçoit pas avant de percuter le mur. Pour être prudent, c'est une question de prudence, combien est-ce trop? Et cette question, les institutions, les individus peut-être arrivent à trouver une réponse, mais un board ou un conseil d'administration a beaucoup plus de peine à trouver cette limite en tant qu'expression d'une sagesse, on pourrait dire, ou d'un avis collectif, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui pousse un peu plus, et finalement la seule réponse rationnelle, c'est toujours plus. Et là, on rentre pour pouvoir répondre à ces questions-là de manière plus limitée, il faut introduire une dimension éthique du sens de ce que l'on est en train de faire, et ce sens a en quelque sorte disparu. Dernier mot, si vous me permettez 2 minutes encore, pour dire 2 choses. La crise a montré, j'ai sauté le transparent, mais la crise a montré, je pense que la financiarisation nous a conduit dans une quadruple confusion. La première confusion, c'est la confusion temporelle entre le présent et l'avenir. On a vu que la finance est un outil pour bâtir des ponts dans le temps. Quand on emprunte trop, en quelque sorte, on colonise l'avenir. Et cet avenir cesse d'être libre, il est déjà vendu, ou en tout cas, il est en partie enchaîné. Première confusion dont il faut sortir, c'est pour ça que la fin de la crise aura lieu, à mon avis, mais ça c'est mon avis personnel, quand on aura trouvé le moyen de réduire de manière très significative la montagne de dette qui plombe le monde, mais bien sûr, la montagne de dette, c'est aussi, d'un côté c'est les dettes, de l'autre côté c'est des actifs de quelqu'un. Donc ça signifie une redistribution de cartes relativement profonde.
Première confusion, donc temporelle. Deuxième confusion importante, c'est la confusion entre le virtuel et le réel. Dans l'activité financière, la dimension virtuelle, la dimension des conséquences et les conséquences réelles s'enchaînent, mais ils ne sont pas lisibles. Donc là, il y a un travail de clarification fondamentale, quelle est la pertinence du chiffre dans ce domaine. Je vais très vite, la troisième confusion, c'est la confusion entre les fins et les moyens. Et là, je parle justement de ces limites de l'efficacité, puisque l'activité financière est essentiellement un moyen. Quand on perd de vue la question des finalités, on ne peut pas répondre à la question, on peut plus répondre à cette question-là, autre que par la peur du gendarme. Si on doit répondre de manière plus fondée, on pourrait dire, oui, plus argumentée, il faut avoir une idée du sens, et c'est ce sens-là, des finalités, et c'est ce sens-là qui a disparu de la pensée économique. La quatrième confusion, enfin, c'est la confusion entre la masse du marché et l'acteur individuel qui se trouve de l'autre côté. Il y a un écran entre les deux, et on finit par ne plus voir celui qui est de l'autre côté. On le considère uniquement sous la forme d'un chiffre, sous la forme d'une réalité, pour ainsi dire abstraite, donc ça atténue la portée éthique des possibles réflexions. Voilà les quelques points que je voulais vous présenter, et je m'excuse d'avoir été peut-être un peu trop au galop. Merci.